Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie, préface de Germaine Tillion, édition ouvrière, 1967, 296 p. Publié en collaboration avec le CNRS. Réédité chez l'Harmattan 1998-2006, 312 p. Trad en arabe, 2012. Groupe et Société édition Priva, 1969, 173 p. Réédité en 1972, traduit en italien, espagnol et portugais. À la recherche du pouvoir, édition universitaire, 1971, 64 p. Analyse critique de la non-directivité, Les malheurs de Narcisse, édition Priva, 1975, 178 p. Traduit en espagnol. La transformation permanente, pouvoir, autorité, puissance dans l'éducation et la formation, presse universitaire, 1979, 282 p. Pouvoir et sexualité dans le roman africain, analyse du roman africain contemporain, préface de Marc Auger l'Harmattan 1991, 128 p. Le lien social, études de psychologie et de psychopathologie sociale, édition l'interdisciplinaire, 1998, 1999, 2002, 3e édition revue et augmentée, 412 p. Les 12 exils d'Albert Camus, suivi d'Albert Camus à Pablo Neruda, l'Harmattan, Le Croquant 2010, 92 p, réédité en 2011. Pierre Bourdieu, Une vie dédoublée l'Harmattan, Le Croquant 2010, 158 p, réédité en 2011. Écrit en collaboration. Options humanistes, édition ouvrière 1968, 216 p. Violence et société, édition ouvrière, 1969, 200 p. Les changements de la société française, édition ouvrière, 1971, 240 p. Psychologie sociale du changement, vers de nouveaux espaces symboliques, sous la direction de Chronique sociale, 1982, 123 p. La tolérance au risque de l'histoire de Voltaire à nos jours, sous la direction de Éditions Aléa Le Croquant, préface de René Pommeau, 1995, 246 p. Quelle identité dans l'exil? Origine, exil, rupture, l'Harmattan, 1997, 256 p. Préambule. À tous ces hommes, femmes et enfants qui d'un bout à l'autre de notre terre ont été et continuent à être dépossédés de leur travail, de sa valeur et de ses fruits, ainsi qu'à la mémoire de ceux qui ont lutté et sont morts pour un autre travail, un espoir qu'ils nous ont transmis et qui nous habite à jamais. Citation. Quand la société impose à l'homme des sacrifices supérieurs au service qu'elle lui rend, on a le droit de dire qu'elle cesse d'être humaine, qu'elle n'est plus faite pour l'homme mais contre l'homme. Dans ces conditions, s'il arrive qu'elle se maintienne, ce ne peut être qu'aux dépens des citoyens ou de leur liberté. Imbécile, ne voyez-vous pas que la civilisation des machines exige en effet de vous une discipline chaque jour plus stricte? Elle l'exige au nom du progrès, c'est-à-dire au nom d'une conception nouvelle de la vie, imposée aux esprits par son énorme machinerie de propagande et de publicité. Imbécile. Comprenez donc que la civilisation des machines est elle-même une machine, dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés. Georges Bernanos, La France contre les robots. Prologue. Ce livre résulte d'une intervention lors d'un colloque et d'un malentendu. Au début de l'année 2009, des psychologues cliniciens qui au cours de leurs études universitaires avaient suivi mon cours, L'adulte au travail et non-travail, me demandèrent, au nom du collectif Un Psy, d'inaugurer une journée intitulée « Comment le travail vint à l'homme ?» La thématique était ainsi formulée. Cette année nous avons choisi de nous interroger sur comment l'homme inventa le travail, ainsi que sur la place de ce signifiant au fil des siècles, en repérant ses effets tant pour la société que pour le sujet. S'inscrivant tout à la fois dans les champs de la psychologie, de la sociologie et de l'histoire, la demande s'articulait autour de 4 axes. Le rapport établi entre l'homme au travail et la construction du sujet. L'évolution du travail selon les époques et les civilisations à partir de questions du genre. Les hommes, au cours de leur histoire, ont-ils toujours pensé que leur existence ne trouvait consistance que par le travail? La perte des repères sociaux d'identification amène à se demander comment parler du travail.
La question ainsi posée s'adresse en priorité à ceux qui, professionnellement, accompagnent des sujets en souffrance ou en difficulté pour trouver leur place aussi bien au travail qu'en formation ou dans la recherche d'un emploi. Ainsi qu'il apparaît dans les lignes ci-dessus, la demande ne m'a nullement été adressée en termes de pourquoi, mais de comment. Toujours est-il que le ton et le contenu de la lettre qui m'était adressée me plurent, tant que je donnai presque aussitôt mon accord. À la retraite et surtout, tributaire d'un lourd protocole de lutte contre la maladie, je n'acceptais pourtant plus d'intervention depuis plusieurs années. Je crois que c'est en m'interrogeant dans l'après-coup, sur le pourquoi de mon acceptation quelque peu inconsidérée, me reprochant ce surcroît de travail, que diable suis-je allé faire dans cette galère? Qu'inconsciemment j'ai modifié la demande, l'intitulant « Pourquoi travaillons-nous » Ce faisant, je me suis considérablement compliqué la tâche, mais je ne regrette pas. D'autant qu'après une quarantaine d'années d'enseignement du comment des êtres et des choses, il n'y a guère que la question de leur pourquoi qui m'intéresse à présent. Une fois de plus l'inconscient a parlé. Alors, pourquoi travaillons-nous? Ces questions du pourquoi, qu'aucun robot ne posera jamais, n'obtiennent le plus souvent aucune réponse, comme la rose. N'est-ce pas le genre de questions que nous nous posons plutôt à l'orée de la vie, avant que ne s'y substitue celle du comment, une fois que nous sommes dans l'action ou l'analyse des activités des autres? Il me semble pourtant vital de maintenir toujours ouverte la question du pourquoi, en définitive celle du sujet, qu'il travaille ou non. À ce propos, j'aime assez cette sentence revue par Yves Clos, professeur de psychologie au CNAM. Un peu de subjectif nous éloigne du social mais beaucoup nous en rapproche. Inversement, un peu de social nous écarte du subjectif et beaucoup nous y ramène. Or, ce qui nous importe ici, ce ne sont pas tant les réponses de l'instant que dans une temporalité au long cours, la persistance du sujet à se poser la question essentielle, celle du sens de l'existence humaine. Avant de donner mon accord à cette intervention, j'avais posé comme condition de pouvoir m'exprimer très librement, hors des conventions universitaires, en faisant appel s'il en était besoin à ce qui m'intéresse le plus à présent, l'histoire et la littérature. Ainsi un recueil de textes d'auteurs fut-il remis en complément aux participants. L'ouvrage présent diffère beaucoup de ma conférence mais on y retrouve l'esprit ainsi que des textes, pas forcément les mêmes, venus d'ailleurs, qui agacent toujours autant les dents de nos diafoirus, persuadés d'avoir la réponse à toutes les énigmes, comme si, pour reprendre une saillie de Marx, ce brave idiot de monde exotérique n'avait qu'à ouvrir tout grand le bec pour que les alouettes de la science y tombent toutes rôties. J'y ai ajouté quelques pages du journal d'entreprise de Satoshi Kamata, chez Toyota, et du journal d'usine de Simone Veil, ainsi que de larges extraits de mon propre journal d'usine inédit. Pour un livre dédié au travail et aux travailleurs, il m'a paru plus que jamais nécessaire d'écrire dans une langue qui soit compréhensible de toutes et de tous. Un quart de siècle tout juste depuis la création du Croquant, revue de lettres et sciences humaines, je sais combien la tâche est ardue, mais avons-nous d'autres choix? Au terme de chaque chapitre, à l'écriture inévitablement dialectique sinon didactique, il est proposé au lecteur des textes en provenance tantôt du cœur même d'une relation au travail ou au non-travail, tantôt d'une mise à distance, poétique ou philosophique, disons autre que scientifique. Je me suis appliqué aussi à alléger autant que possible l'appareil de notes des références aux ouvrages et aux terrains d'enquête. Plusieurs des propos rapportés proviennent d'enquêtes effectuées dans le cadre du laboratoire de psychologie sociale de Lyon 2, que j'ai dirigé une dizaine d'années, plus exactement au sein des 2 centres de recherche que j'ai créés, le GEIPT, Groupe d'études et d'intervention en psychologie du travail, et L', or Observatoire régional du racisme et des exclusions, où, en collaboration avec Thierry Brou, chercheur, ont été menées dans les départements de Rhône-Alpes, de vastes enquêtes sur le racisme ainsi que sur le RMI, revenu minimum d'insertion. À l'occasion de cette publication, je souhaite exprimer ma reconnaissance à ceux qui m'ont apporté leur aide, à Thierry Brou ainsi qu'aux centaines d'étudiants qui, en France et en Afrique, ont travaillé avec moi sur toutes sortes de terrains. Je suis sans illusion sur ce qu'ils ont pu retenir de mon enseignement, mais je sais que le passage obligé par les terrains d'enquête les plus divers a laissé des traces chez plusieurs d'entre eux qui, grâce à ces enquêtes, ont pu accéder à la connaissance concrète de leur société et de leur pays. Mes remerciements aussi à mes compagnons de route Philippe Blanca, Gaël Masset, Paola Pigani, ainsi qu'à ma fille Sylvaine, qui ont bien voulu se prêter à l'épreuve de la lecture de ce texte.
J'ajoute que ma motivation à écrire l'ouvrage a été accrue par mon insatisfaction de lecteur. Trop souvent en effet les analyses sur le travail se situent à deux extrêmes. Soit des généralités proférées par un nous indéterminé, qui n'éclairent en rien le lecteur sur le lieu d'où parle leur auteur et auquel manque par trop la pelle et la pioche, soit, au contraire, des observations inspirées par un contexte spatio-temporel trop étroit qui détermine une conception restrictive du travail et de son évolution. Je ne prends pas la peine des apostrophes. Évoquer ici ces auteurs au sujet desquels on ne peut manquer de se poser la question. Pour qui travaille-t-il, autrement dit pour qui roule-t-il ? En fonction de cette double insatisfaction, j'ai choisi de privilégier d'une part les observations de terrain, enquête participative et entretien, d'autre part l'analyse des dimensions historiques et politiques de la réalité psychique et sociale du travail et du non-travail. Pour le cas où mon lecteur se perdrait en route, qu'il prenne soin de garder sur lui ce viatique qui a été aussi le mien. Les sondages les plus récents de la Sofres indiquent que la majorité de nos compatriotes, malgré leur distance critique à l'égard de leur emploi, ont toujours le goût du travail et entretiennent un rapport positif avec lui. Ils confirment les conclusions du rapport Le travail dans 20 ans, établi en 1995 pour le Commissariat général au plan, présidé par Jean Boissonnat et selon lequel le travail bénéficie d'un surcroît de valorisation tout à fait important. En 2008, une comparaison européenne montrait que les Français surinvestissaient le travail par rapport à leurs voisins européens, en étant plus nombreux à le considérer comme un moyen d'épanouissement, ce qui amena certains auteurs à évoquer une singularité nationale. La dernière enquête internationale sur le travail d'European Value Surveys de 2008 nous apprend que le travail est très important pour 70% des Français, contre 50% des Allemands et 40% des Britanniques. Relevons cependant d'autres chiffres susceptibles, à terme, de modifier cette représentation positive du travail quand on lit que les Français se démarquent aussi sur 2 points, l'autonomie et le stress. 67% déclarent pouvoir travailler de façon autonome, contre 81% des Britanniques et 86% des Allemands. Par ailleurs, 47% estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant, c'est de loin le plus fort taux enregistré en Europe. On est alors en droit de se demander si le développement, dans le privé comme dans le public, d'une politique à tout va du rendement et de la productivité, qui aboutit à rendre impossible un travail de qualité, ne finira pas par avoir raison de la valeur travail. Enfin, il ne me semble pas superflu de préciser que cet essai sur le travail s'inspire avant tout des réalités d'hier et d'aujourd'hui de la société occidentale. Je n'ignore pas, en raison notamment de longs séjours en Afrique, blanche et noire, que sous d'autres latitudes, le travail peut représenter une valeur moins centrale dans l'édification personnelle et sociétale. Il n'en demeure pas moins que la mondialisation impose chaque jour un peu plus ses modes de production, et que la consommation, comme moyen profane d'entrer en relation avec le sacré, ne devient plus que consommation ou disette. Lecture. Paola Pigani. Te souvient-il de cet exil ? De ce costume acheté à Bruxelles pour ton alliance avec 2 mains. Cet accordéon dans tes bagages qui s'ouvrait comme un pain. Pour que le chant des tiens bénisse le voyage. Te souvient-il de cette valise si lourde, emplie de linge, qu'on avait écartée au vent de là-bas, avant la traversée? Diras-tu la langue demeurée aux confins des fatigues? Ces rayons d'amertume pliés dans ton permis de travail, Arbeidsvergunning. Cette maison sans eau où la France t'attendait. La patience inventée comme une prière pour croire les yeux grands ouverts. Te souvient-il des premiers rires de tes enfants? Vendangés dans la lumière de l'amour. Te souvient-il de ces heures promises au labeur? Au creux de tes mains souffrantes. Te souvient-il de ta porte ouverte aux plus pauvres que toi? Ce vieux Polonais s'écroulant devant l'âtre. Épuisé de mémoire et de misère blanche. Te souvient-il de l'abîme à la banque qui s'ouvrait comme la bouche du nouveau-né? Ce lait de la peine que tu lui versais, confiant pour un jour repartir. Te souvient-il des saisons au cordage serré, de ton cœur oubliant l'escarpement de la tâche et des forêts où tu allais couper du bois pour acheter nos chaussures et gagner la fierté? Ta vaillance pour qu'ici demeure une clairière où la vie se confonde avec la bonté de la terre et des bêtes.
Te souvient-il de la tempête de 1999? Dévastant tes arbres, te dénudant aussi. Te souvient-il de ce matin de décembre où tu as vu leurs racines trembler sous la pluie? Tu as pleuré des grands gisants, ces horizons amassés. Comme autant de manteaux contre la peur. Te revois-tu planter ces arbres? Penser l'aurore à pleine main. Pour ne plus voir le soleil mourant. Sur une ligne de chemin de fer. Et le corps de ton frère effacé. Sous le dernier train du soir. Dans ce lendemain d'épave grotesque. Le sentiment d'exil s'est à nouveau posé sur tes épaules. Renversant ton regard bien au-delà de ton bel âge. ETE accent aigu 2010. Eugène Guillevic. Aux hommes de plus tard. Mais vous qui connaîtrez l'autre travail plus tard. Alors qu'il sera devenu comme une fête. Quand il sera ce qu'est le poème au poète. Pour chacun sa passion, sa victoire, son art. Pensez alors à nous, avec un peu d'égard. C'est vrai que d'avoir tant trimé comme des bêtes. À des travaux qu'on exécute et qu'on répète. La tristesse a bien pu marquer notre regard. Ah! Comprenez que nous avons aimé la vie. Et malgré ça, cet enfer-là, pas eu l'envie d'abandonner l'espoir et de pleurer sur nous. Oui, nous avons aimé terriblement la joie. La moindre et grande joie, au moins autant que vous. Et la plus grande était de vous ouvrir la voie. 3 janvier 1954. Un des chiffres des faits. En France, les résultats de l'enquête Samothrace de l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, publiée en décembre 2008, ont fait figure, du moins pour certains, de véritables coups de tonnerre dans un ciel un peu trop serein. 37% des femmes et 24% des hommes expriment un mal-être au travail. Autre surprise, toutes les catégories de travailleurs sont concernées et pas seulement les ouvriers et les employés. Nous retrouvons des résultats semblables dans les études récentes initiées par plusieurs syndicats. Ainsi, une enquête nationale du syndicat Sud, intitulée « Souffrance au travail dans les caisses d'épargne », montre que 27,5% des employés suivraient un traitement à base d'antidépresseurs et que 38% souffrent de la perte de qualité dans leur travail. Précisons que 4 922 employés sur les 50 000 du groupe ont répondu, soit seulement 10%. L'analyse des résultats fait apparaître le changement de métier comme principale cause de souffrance. 3 employés sur 4 estiment que leur travail n'a plus rien à voir avec la représentation qu'ils en avaient. La préoccupation première est devenue vendre n'importe quel produit à n'importe qui. La nécessité de placer un maximum de produits a pris la place du côté noble du métier, le conseil, afin de proposer entre autres des prêts ou des crédits adaptés. Les scrupules rendent alors des salariés malades. La vente à tout prix s'est substituée à l'accueil et au conseil. Conjuguée à la baisse des effectifs, cette pression des nouvelles priorités financières accroît la mauvaise conscience des salariés, d'où le malaise au sein des établissements bancaires et pour certains la maladie. De manière générale, les regroupements d'activités opérés un peu partout sont effectués le plus souvent au détriment des salariés. À la Poste, les comités d'hygiène de sécurité et de conditions de travail, CHSCT, ont carrément disparu de plusieurs départements. Par exemple dans l'Ain, où l'on en comptait 3 avant 2007, il n'en reste plus un seul en 2011. Si des mesures de type psychologique ont parfois été prises, de l'avis des médecins du travail et de syndicalistes, elles ne visent pas la cause première, l'organisation du travail. Il faut savoir que depuis juillet 2008, l'ensemble des syndicats patronaux et de salariés, attribuant à l'organisation du travail la plus grande part du stress professionnel, ont signé un accord interprofessionnel. Outre un repositionnement des grands cabinets de consultants sur l'organisation du travail, l'accord semble avoir aussi contribué à sensibiliser les syndicats de salariés à ce problème souvent délaissé. Un événement d'une toute autre nature, mais qui n'est pas sans lien avec la souffrance au travail, est la constitution du comité du 9 mars pour le droit à la langue nationale, mise en place par une coordination internationale des syndicats, des politiques, des associations de promotion des langues nationales, européennes et internationales, en faveur de la démocratie linguistique. Les représentants de syndicats d'Allemagne, de France, d'Italie et d'associations de promotion des langues nationales et de la diversité linguistique de ces pays ainsi que de la Belgique et du Québec,
se sont réunis au Palais Bourbon à Paris, le 9 mars 2009. À cette occasion, ils ont manifesté et vérifié, premier point, la similitude des situations de leur langue nationale dans les plus grandes de leurs entreprises où une langue étrangère tend à les supplanter. Ils ont également évoqué la communauté des souffrances et discriminations que les salariés de leurs pays respectifs endurent du fait de cette imposition, tout autant que les avantages économiques qui en dérivent pour l'économie et le marché du travail anglo-saxon. Ils affirment, cinquième point, leur détermination à faire cesser ces souffrances et discriminations, à rétablir les diversités linguistiques et la dignité de leur langue nationale, et à faire respecter le droit des salariés à travailler dans celle-ci. Selon l'enquête Monster d'avril 2008 sur la phobie du lundi, 52% des salariés français souffrent de troubles du sommeil dans la nuit du dimanche au lundi. C'est pareil en Italie et en Espagne, pire aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où 70% des salariés dorment mal le dimanche soir. Le stress trop important peut conduire à la dépression et au suicide. Or 30% des salariés de l'Union européenne connaissent un niveau de stress aigu, 28% des cadres. L'OMS estime que d'ici 2020 la dépression deviendra la principale cause d'incapacité au travail. Il est constamment question de l'impact économique des restructurations, à peu près jamais de l'impact humain. Quand on se préoccupe d'apporter une aide à la recherche d'un nouvel emploi, on oublie le plus souvent l'état de santé des salariés concernés. Pourquoi ceux qui perdent leur emploi ne bénéficient-ils plus d'un suivi médical au même titre que les salariés en activité, alors que leur état physique, mental et relationnel en a encore plus besoin? Les suicides au travail, c'est-à-dire la mort au travail, représentent ce qui est le plus dramatique mais aussi le plus facile à médiatiser, sans qu'il soit fait pour autant une analyse approfondie des causes. Nous avons vu les effets du programme It's Time to Move, c'est le moment de bouger, qui obligeait une partie des cadres de France Télécom à changer d'affectation tous les 3 ans et à trouver eux-mêmes un nouveau poste. Cette mobilité forcée était traduite, tire-toi maintenant, par les salariés de France Télécom et dans un autre contexte, celui du printemps arabe, barre-toi. Outre les conséquences psychiques d'une pareille rotation de poste, imaginons les conséquences de cette folie meurtrière qui veut que tous les 3 ans, les salariés redémarrent leur vie professionnelle à zéro, comme s'ils n'avaient acquis aucune expérience ni compétence. Ainsi que l'exprimait un opérateur de télécom, la surmédiatisation d'un drame personnel a permis d'éviter que l'on s'interroge sur un management par la terreur, une culture du rendement, le fait, selon une autre salariée, que les horaires variant d'une semaine à l'autre interdisent une vie équilibrée. Une première en France cependant, suite à l'énième suicide d'un salarié de télécom au cours de l'été 2009, l'inspection du travail remit au parquet de Besançon un rapport accusant l'entreprise des homicides involontaires par imprudence. De plus, il n'est pas difficile d'imaginer ce que peuvent ressentir les salariés de télécom quand ils apprennent qu'un des leurs s'est littéralement tué à la tâche pendant que les actionnaires se partagent chaque année des milliards de bénéfices nets. En raison d'un nombre si élevé de suicides au travail dans un laps de temps aussi court au sein de la même entreprise, qui plus est bénéficiant d'une certaine aura, Télécom Orange, l'affaire eut un retentissement hors du commun et secoua bien des oreillers de paresse et d'insouciance. Nous retenons ces éléments d'analyse parus dans un article signé Hoche, pseudonyme d'un ancien dirigeant du groupe, France Télécom, Feng Shui, suicide et terreur de 1793, Libération du 22 octobre 2009. Au préalable, souvenons-nous que le général Hoche est mort à 29 ans en 1797, après avoir été emprisonné comme suspect et libéré, comme beaucoup avec lui, à l'arrestation de Robespierre. L'auteur réfute les explications selon lesquelles cette vague de suicides aurait été déclenchée par l'accélération des technologies, exigeant un trop grand effort d'adaptation, en démontrant qu'il n'y eut aucun suicide lors des principaux changements. L'irruption des téléphones mobiles dans les années 1990 et d'Internet à partir de 2000. Nous émettons pourtant une réserve à ce sujet. À entendre les délégués syndicaux, le lancement des Livebox a bel et bien posé un grave problème en raison de l'incompétence du service après-vente pendant un certain temps. En effet, des techniciens ont dû suppléer les commerciaux défaillants sans avoir reçu la moindre formation adéquate. Une formation des salariés commerciaux a bien été mise en place, mais 1 an après.
Toujours est-il que l'analyse doit porter sur le bouleversement managérial provoqué par la mise en place d'une nouvelle équipe en 2006 et le passage à la marque Orange, à la dimension religieuse, voire quasi sectaire, du moins en interne selon cet ancien dirigeant de l'entreprise. Wanadoo et France Télécom ont été balayés par une marque étrangère, Orange, rejetée par les opérateurs de France Télécom. Le groupe continue à s'appeler France Télécom, alors que tous ses produits sont vendus sous la marque Orange. Après le départ de Thierry Breton, est nommé PDG Didier Lombard. Ce technologue, ancien chercheur, qui n'a jamais dirigé la moindre entreprise, se retrouve aux manettes d'un groupe de 180 000 personnes, dont 120 000 en France. La reprise en main s'est faite à partir d'un management de type anglo-saxon et l'usage d'un sabir franglais, genre opération Time to Move. La révolution rentre alors dans sa phase de terreur, perçue du moins comme telle par les salariés qui, véritable peuple de France Télécom, dénonçaient ce management par la terreur, pour reprendre une expression syndicale. Télécom en 2009 c'est la Révolution française en 1793, écrit Hoche. Comme en 1793, il faut supprimer tous les féodaux et barons dans les filiales. Après le 23e suicide, le DRH déclare « Il est hors de question d'arrêter les restructurations », faisant écho au « On n'arrête pas un général victorieux » de Robespierre. D'ailleurs les suicides continuent jusqu'en 2011. Un rapport de l'Inspection du travail remis au parquet de Paris le 4 février 2010 souligne les erreurs de management des anciens membres de la direction. Le PDG, le directeur opérationnel et le DRH. 2 ans après le remplacement de Didier Lombard par Stéphane Richard au début de l'année 2010, le baromètre social de France Télécom est reparti vers le haut. Le nouveau contrat social de 150 mesures a changé le climat de l'entreprise, au sein de laquelle les journées d'absence ont déjà chuté de 20%. Rendons-nous à présent sur un tout autre terrain, afin de mieux prendre la mesure de ce que peut être la souffrance au travail. Une enquête menée par la MGEN, en collaboration avec l'École supérieure de l'éducation nationale et la CASDEN, auprès de 2100 personnels pour la plupart des enseignants, de 400 lycées et collèges, nous apprend, en octobre 2011, que près d'un enseignant sur 5 souffre de burn-out. 17% des professeurs contre 11% dans les autres professions. Un chiffre à mettre en rapport avec un autre relevé dans la même enquête. 30% des enseignants envisagent de quitter le métier. Le terme anglo-saxon de burn-out ou burn-out qui, dans l'aéronautique, veut dire l'arrêt par suite de l'épuisement du combustible et en électricité, le grillage des circuits ou encore la décharge progressive d'une batterie, est passé de l'objet usé à l'usure professionnelle et a fini par signifier l'épuisement physique et mental, progressif ou total. Les principaux symptômes sont la chute de la productivité, l'irritabilité excessive, la panique intérieure provoquée par le changement, la culpabilité de ne pas faire mieux, la perte de contact avec l'environnement familial et professionnel. En effet, le développement d'attitudes négatives à l'égard du travail peut aboutir à une vision négative de la vie et des autres. Si au XIXe siècle, les tensions engendrées par la société industrielle anglo-saxonne ont été le berceau de ce terme, celui-ci en est sorti pour s'étendre petit à petit à l'ensemble des situations professionnelles stressantes. Il semble qu'il soit devenu d'un usage plus courant dans les professions d'aide et de soins à la personne, qui exigent des travailleurs, en situation émotionnelle forte, un engagement intense et toujours sous contrôle. Il est significatif que le jour où la professeure Lise Bonafou s'immolait par le feu dans l'enceinte de son lycée à Béziers, le 13 octobre 2011, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, révélait le lancement d'un protocole d'évaluation des enfants de grande section de maternelle afin de détecter les enfants à risque et d'établir une norme nationale. Le même ministre, au même moment, mettait en garde contre toute généralisation à l'ensemble d'une profession de ce cas isolé. Il feignait d'ignorer que, pour la seule année 2009, 54 suicides dans les murs avaient été recensés. À partir de ce double constat, il nous est difficile de ne pas craindre qu'après celui des enfants ne soit instauré un fichier des enseignants à risque. Dans cette même enquête menée sous l'autorité de la MGEN, on découvre que les facteurs aggravants sont moins le sexe, les établissements et leur localisation que l'âge. Les enseignants de moins de 30 ans sont les plus exposés. On prend alors la mesure des conséquences du démantèlement des organismes d'apprentissage à l'enseignement opéré par le même ministre qui,
réduisant l'éducation à une marchandise comme les autres, en raison de la pénurie d'enseignants, lance des campagnes nationales de recrutement. Enfin, dans le cadre d'une réflexion sur le travail et sa signification, relevons un aspect fondamental et le plus souvent passé sous silence, les conséquences catastrophiques du tourbillon de réformes infligées aux enseignants français depuis plus d'un demi-siècle, au point qu'en raison d'une réforme tous les 2 ou 3 ans on ne peut déceler une seule plateforme de répit, de structuration et de consolidation. Ce sont des réformes incessantes de programmes, de filières, de disciplines, de manuels, du métier même d'enseignant, que sais-je encore ? Tant et si bien que l'on est en droit de se demander si, à défaut de se réformer soi-même et de réformer les institutions, la fonction de bouc émissaire n'a pas été attribuée dans ce pays à l'enseignement, à tous ses échelons, et aux enseignants, à l'égard desquels leur ministre Claude Allègre a attisé le mépris voici une quinzaine d'années. J'ai encore en tête la lassitude profonde que j'éprouvais en voyant débarquer une nouvelle réforme universitaire, alors que nous commencions tout juste à appliquer la précédente. Était-ce un effet de burn-out ? Toujours est-il qu'au milieu de cette désorganisation organisée, j'en arrivais à croire que le principal motif de ces réformes récurrentes, inaugurées par Edgar Faure, était de nous contenir dans nos murs universitaires, contraints que nous étions à des réunions incessantes et interminables de nouvelles maquettes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti 1 an en entreprise et par la suite, plusieurs années en Afrique noire, où j'ai pu enfin exercer pleinement mon métier d'enseignant. À partir de ces 2 expériences déterminantes, j'ai acquis la double conviction qu'aucune entreprise, organisation ou institution, n'aurait pu survivre à un tel régime de douche écossaise, mais également qu'aucune identité professionnelle ne peut se constituer et résister sans occasionner de profonds dégâts pour la personne, c'est ce qui s'appelle la souffrance au travail. Philippe Davzy, enseignant-chercheur en médecine et santé au travail à Lyon 1, avec qui nous avons plusieurs fois eu l'occasion de travailler à Lyon 2, analyse depuis plus de 20 ans comment la déréglementation et la dérégulation économique ont accru la pression du pouvoir financier qui impose, tant dans le secteur public que dans le privé, un management dont la rentabilité est devenue le seul critère d'évaluation. Il faut faire du chiffre, de l'abattage. Selon l'expression d'un salarié, il faut nourrir la bête en statistiques, qui prennent la place du sujet, que celui-ci soit acteur, client ou patient. Il importe que les travailleurs aillent aussi vite que le capital. Du coup, le rythme de travail n'est plus réglé que par la demande immédiate, la commande. Aussi, pendant que certains croulent sous le travail, d'autres en sont dépossédés, ou encore les mêmes qui sont réduits à un travail ralenti voire au chômage technique, sont soumis à des cadences infernales quand le travail reprend. À la déqualification et à la frustration du travail taylorisé, a succédé un travail qualifié de semi-autonome, ou d'autonome ou encore d'enrichi, qui entraîne de nouvelles pathologies, causées non plus par l'ennui mais par la surcharge mentale due à la multiplication d'activités plus ou moins complexes à mener en parallèle. Une des conclusions de Philippe Davzy est qu'il n'existe pas une seule vision du travail mais une diversité, et il en est particulièrement deux. Face au point de vue de ceux qui, au nom de la seule rationalité économique, veulent tout gérer, y compris le stress, doit enfin être reconnu le point de vue de ceux qui travaillent. L'intensification du travail n'affole plus seulement les compteurs de production, mais les organisations elles-mêmes, qui semblent ne pas être conscientes qu'elles enferment leurs employés et ouvriers dans le double bind, double impasse pour l'émetteur et le récepteur, ainsi que leur environnement. La double contrainte suppose d'une part, au moins 2 personnes en présence. L'une, individu ou groupe, est la victime, l'autre, individu ou organisation ou institution, est celle qui contraint, d'autre part une injonction négative principale en conflit avec une injonction secondaire. Dans la question qui nous préoccupe ici, l'intensification du travail, la situation de double bind se caractérise par l'émission d'une consigne exigeant d'effectuer un travail de qualité, politique de qualité, certificat ou label de qualité, en un minimum de temps. Car pour l'entreprise, il ne s'agit pas d'effectuer un travail d'ébéniste ou celui de la rempailleuse de chaises de Charles Péguy, mais de faire le maximum au meilleur coût. Un travail de qualité signifiera donc d'appliquer les normes qui limitent la quantité de travail par objet, soit d'adapter le coût du travail au prix de vente de l'objet fabriqué. En conséquence, l'injonction principale, le prix de revient, entre en concurrence avec l'injonction secondaire faire de la qualité. Aux travailleurs, qu'ils soient dans un atelier ou un service, de s'adapter.
Comment s'échapper d'une situation qui contraint à un travail vite fait et de qualité, alors que le sentiment de mal faire son travail, on le sait, se révèle plus nocif à la santé qu'une surcharge de travail. Les issues sont variées. Les accidents du travail, la France détient depuis longtemps des records en ce domaine. Les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui sont les premières maladies professionnelles, les dépressions, les suicides, les accusations de harcèlement, les conflits interpersonnels, etc. En définitive, il ne suffit pas de se soucier du mal-être des travailleurs et de leur éventuelle chute dans la schizophrénie, un moyen d'échapper au double bind afin de survivre. Il importe de détecter et de soigner les causes, à savoir les organisations et institutions, parfois relayées par la société politique atteinte elle aussi, rendues folles les unes et les autres par l'obsession du rendement, finalement par ce que Pierre Legendre dénomme la folie universelle. Les remédiations ne font bien souvent qu'aggraver le mal. Nous avons vu, avec l'exemple de France Télécom, le rôle néfaste de ces managers des temps nouveaux, agents de la tristesse que le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag assimile aux petits hommes gris à la Simon, qui représentent la matérialisation finale du cauchemar imaginé par Robert Musil dans L'homme sans qualité. Ils ne débarquent pas seulement dans les entreprises, les voici à présent au sein même des institutions productrices par excellence de liens sociaux, l'éducation et la santé, tels les établissements scolaires, les hôpitaux, les instituts médico-éducatifs, les diverses institutions de l'enfance, etc. Ordinateur sous le bras et pointeuse en poche, ils chassent les anciens, menacent d'apurer les comptes et de remettre tout le monde au travail. Exécuteurs aveugles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.